How to be a woman who brings a dream to life and still be the one who did all and survives. How to stand in the storm with no one and not fade away. Who will teach us how? Bonjour. Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission de culture, de société et naturellement de rencontre entre les peuples. Aujourd'hui, c'est avec un grand bonheur que nous recevons une ambassadrice exceptionnelle qui fait du très bon travail, la valorisation des femmes et surtout la possibilité de donner toutes les places qu'elles méritent. Les femmes méritent toutes les places, toutes les très bonnes places. Aujourd'hui, en la personne de l'ambassadrice, Madame Guida Clara Kessous, qui représente aussi bien l'UNESCO, c'est une grande artiste, vous le verrez tout à l'heure, et peut-être dans les jours qui viennent, mais également, elle travaille aussi pour l'ONU. L'ONU, vous savez, ne travaille pas avec n'importe quel artiste. Donc, c'est une artiste positive qui apporte un plus. Donc, madame, je suis très heureux avec Laetitia, qui est elle aussi une grande artiste. Madame, de vous recevoir ce matin, alors que vous avez un programme très chargé. La première question, aujourd'hui, que peut faire un artiste dans un monde de désordre, dans un monde de violence? Comment les artistes doivent apaiser une situation aussi confuse? Ça, c'est la première question. Merci tout d'abord de me recevoir. C'est très touchant pour moi d'avoir la chance de pouvoir m'exprimer à la veille de pouvoir présenter à l'ONU une résolution que j'ai rédigée sur l'importance que doivent avoir les femmes en termes de quotas aux tables de négociation diplomatiques. Je vais d'abord répondre à votre question. Que peut faire un artiste dans un monde violent, un monde perturbé et un monde où il est difficile de trouver des exemples, je dirais des rôles modèles, en particulier dans un cadre de classe politique? Eh bien, c'est là où l'artiste a toute sa place, parce que l'artiste vient proposer d'autres façons de penser le monde. Lorsque j'ai créé World Art Day, cette journée mondiale de l'art, sous la forme d'un forum international le 15 avril, puisque c'est la date officielle de célébration de la journée mondiale de l'art, j'ai voulu montrer toutes les dimensions, je dirais, sociétales de l'art, pour montrer en quoi l'art est un vrai facteur de changement. D'abord, une capacité de l'art pour le soin, l'art-thérapie, puisque à la base, moi, en tant qu'artiste, je viens du monde du théâtre. L'art-thérapie permet, en complément bien sûr d'une façon de soigner plus classique, mais l'art-thérapie permet de pouvoir accompagner le soin de façon efficace. Et aujourd'hui, nous avons des ordonnances, prescriptions muséales qui existent avec des capacités, lorsque la personne est plutôt en dépression, de pouvoir se voir prescrire des séances artistiques, aller au musée ou autre. La musique en particulier dans un milieu hospitalier a déjà démontré sa force. Donc la Journée mondiale de l'art montre, lorsque je l'organise à l'UNESCO, la puissance de l'art d'un point de vue du soin, mais également d'un point de vue d'engagement social. L'artiste aujourd'hui peut être artiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui, sur place, lors de conflits, fait passer des messages forts. Enfin, l'art a toute sa place également dans l'éducation à la paix, et ce sont les trois thématiques que je propose lors du 15 avril, cette journée mondiale de l'art que j'organise à l'UNESCO. Et pour moi, l'artiste doit non seulement avoir sa place dans la société, mais doit montrer aussi une façon de réfléchir le monde différemment. C'est en fait la disruptivité, c'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat diplomatique artistique, c'est la capacité de venir casser, on va dire, les codes traditionnels, non pas pour les briser, mais pour venir, j'allais dire, faire
trembler le cadre, pour en sortir quelque chose qui soit positif. Vous avez dit le mot de positivité, qui soit positif, qui soit apaisé, qui soit plus serein. Parce qu'aujourd'hui, et ça on le sent, mais dans toutes les couches de la population, on est fatigué des conflits, on est fatigué des égos. Ce que l'on cherche plus que essayer de régler nos comptes, c'est d'être en paix. Et aujourd'hui, l'artiste, eh bien, il a une façon de réfléchir le monde qui est différente de celle d'élite politique qui continue encore les rivalités au niveau des égos. Madame, vous avez une artiste qui fait la même chose chaque fois qu'elle va dans un concert, et c'est elle qui va vous poser la question. Quand une artiste pose une question à une autre artiste, c'est la lumière qui jaillit. Si tu veux poser ta question. Merci beaucoup. Ben oui, c'est un réel honneur aujourd'hui de vous avoir sur le plateau parce qu'en tant qu'artiste, mais aussi ambassadrice pour la paix, quel a été justement votre parcours? Parce que comme vous l'avez dit, un artiste, c'est un activiste, c'est un messager qui permet de voir le monde différemment, mais aussi sur une réalité. Donc aujourd'hui, vous êtes une femme. Les femmes ont une place où maintenant se rend compte de l'importance d'écouter leur voix. Vous êtes une artiste avec une vision et vous êtes ambassadrice pour la paix. Comment tout cela s'est-il organisé et imbriqué et quels seraient justement les conseils que vous pouvez donner à des jeunes artistes comme moi pour suivre vos pas? Alors, moi, j'ai été passionnée par l'art et en particulier par le théâtre dès l'enfance. J'ai fait le conservatoire et après ce qu'on appelle médaille d'or du conservatoire, j'ai découvert en fait que le statut d'artiste, en particulier de comédienne, était assez passif, voire assez submissif, je dirais, soumis. Pourquoi? Parce que oui, vous arrivez à incarner des héroïnes, mais vous devez être choisi. Vous devez passer des castings. On doit vérifier si vous méritez la chance de pouvoir faire ce pourquoi vous avez essayé de travailler de façon honnête. En plus, au niveau théâtral, vous dites des mots qui ne sont pas les vôtres, puisqu'il y a un auteur. Vous faites des gestes et des déplacements qui vous sont dictés par un metteur en scène ou un réalisateur. Donc, dans cette espèce d'enfermement que l'art propose, avec cette notion de casting, d'être choisi, c'est extrêmement difficile de pouvoir voir la capacité active d'une transformation artistique. Et moi, très tôt, je me disais, mais finalement, plutôt que de vouloir être applaudi sur scène en disant des mots qui sont les mots des autres et les gestes qui me sont dictés par quelqu'un d'autre, je voudrais transmettre les mots de gens qui ne savent pas dire, qui ne parlent pas, mais qui ont quelque chose à dire profondément vis-à-vis de leur souffrance et de leur injustice. Et ce qui est beau, c'est que lorsque j'incarne ces personnes, je fais pas semblant d'être elles, je les fais avec ma voix et il n'y a pas d'applaudissements. Parce que les personnes sont tellement saisies, elles peuvent pas en croire leurs oreilles. Et quand je fais la performance, généralement, il y a des gens qui sont témoins de l'horreur à côté de moi. Comme ça, ils sentent que je ne déforme pas. Et il y a un lien direct avec le public. Et en plus, on travaille, on répète pour avoir une performance qui, généralement, dure une soirée. Au Festival d'Avignon, ou au Festival de Cannes, ou aux Nations Unies, dans tous ces très beaux théâtres qui doivent être en fait des tribunes d'amplification de la voix. Donc j'étais très tôt vraiment obsédée par comment donner la parole à des personnes victimes de syndrome post-traumatique. Pour cela, j'ai fait un long travail de diplôme et de raffinement de mon cerveau. J'ai été à l'ESSEC parce qu'on m'a dit, c'est quoi ton budget, hein, petite comédienne? Je savais pas ce que c'était qu'un budget, pas de réalité financière. Donc bien sûr, j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait un MBA, j'ai pleuré sur la finance et la comptabilité pour essayer de savoir comment on monte un plan d'action pour faire ces pièces de théâtre. Et puis ensuite, j'ai fait un doctorat auprès d'Elie Wiesel, le grand prix Nobel de la paix, survivant du génocide de la Shoah, parce que lui-même avait écrit des pièces de théâtre et il m'a dit oui, pour moi, en tant que survivant, le théâtre est un endroit où je peux m'exprimer de façon plus sécurisée qu'un film, de façon plus sécurisée que quelque chose qui serait de l'ordre d'un grand spectacle. Pour moi, le théâtre reste encore un lieu
de maîtrise et de respect de la parole, qui reste cathartique pour des personnes qui n'arrivent même plus à mettre des mots sur les horreurs qu'ils ont vécues. Donc j'ai travaillé avec Elie Wiesel et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir aller sur le terrain. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes femmes du Congo qui ont été victimes de viols et de violences sexuelles. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le docteur Mukwege, on en parlait, de rencontrer Ève Ensler, l'auteur des monologues du vagin, qui a créé cette incroyable ville qui s'appelle la Cité de la Joie, qui est une ville refuge pour ces femmes violées. J'ai pu travailler également dans des endroits comme le Bangladesh pour les populations Rohingyas ou encore des endroits comme le Rwanda touchant au génocide et aux survivants. Harvard Université m'a proposé d'enseigner un cours qui s'appelle Théâtre et droits humains, donc à la Kennedy School. Et quand j'arrive à Harvard, je suis presque en burn-out. Parce que moi, je suis artiste. C'est-à-dire que pour terminer ma formation d'art-thérapie, j'ai eu la chance de faire un diplôme universitaire, Paris Descartes, donc côté médical, et l'hôpital Sainte-Anne pour la psychiatrie. Donc comment l'art peut aider dans des milieux psychiatriques. Mais moi-même, je ne suis pas psy. Moi-même, j'ai pas suivi de psychothérapie. Donc j'étais brûlée. Pourquoi? Quand j'entendais le témoignage des autres, je me disais qu'il fallait absolument que j'aide, qu'il fallait absolument que je puisse transmettre cette souffrance. Mais quand moi, j'entendais ma toute petite souffrance, mes tout petits bobos, mes petits problèmes de boyfriend et tout, je me disais, mais enfin, tu vas pas commencer à être triste. Quoi? Tu vas pleurer pour des petites choses comme ça? Tu as entendu des gens perdre toute leur famille et toi, tu vas ressentir de la tristesse. Donc, toutes les émotions que j'avais à l'intérieur de moi étaient niées parce que je me disais que j'étais tellement peu importante par rapport à toutes ces voix que je transportais. Et quand vous êtes professeur à l'université de Harvard, vous pouvez prendre n'importe quel cours à Harvard. Donc je regardais le catalogue et je tombe sur un cours sur le bonheur. Et je me dis, ah là là, un cours sur le bonheur, ces Américains quand même, ils vont nous apprendre que c'est que le bonheur avec un grand sourire comme ça, qui va être hypocrite, ça va être du positivisme, ça va être essayer de faire la méthode Coué, j'ai pas mal alors qu'on a mal. Puis je vais prendre ce cours. Rien que pour leur montrer qu'ils ont tort. Et c'est moi qui ai eu tort. Parce que ce cours m'a changé la vie. J'ai découvert la psychologie positive, qui n'est pas la science du bonheur, mais qui est la science de l'efficacité personnelle. Comment je fais quand j'agis bien? Quand je fonctionne bien, avec des procédés de neurosciences, de sociologie, de psychologie, et j'ai découvert cette magnifique discipline scientifique qu'est la psychologie positive, et j'ai rencontré un très grand professeur qui s'appelle Tal Ben-Shahar. Et à la fin de l'année, quand je vais le voir pour le remercier, il me dit, vous savez, mademoiselle, vous me racontez ce que vous faites, et c'est très noble, votre volonté de donner la parole aux grands brûlés. Mais si vous voulez vraiment faire un changement sociétal, toutes vos techniques théâtrales que vous donnez aux survivants, aux personnes victimes de syndrome post-traumatique, il faut que vous alliez les donner dans les institutions pour les personnes qui sont des grands décideurs, des personnes qui ont vraiment un poids dans la société. Vous devez travailler en tant que coach dans les institutions, secteur public, privé, vous devez travailler au vivre ensemble, à la communication non violente, à la négociation raisonnée. Et c'est lui qui m'a convaincue de devenir coach. Donc aujourd'hui, je partage mon temps entre le coaching où je suis rémunérée, alors coaching de dirigeants d'entreprise, d'ambassadeurs, etc. Et puis avec 3 aires de spécialité, psychologie positive, négociation, où je me suis formée à Harvard, et puis l'intelligence émotionnelle. Et puis, de façon non rémunérée, voire philanthropique, je travaille au niveau humanitaire sur la question des droits des femmes et la question de l'utilité sociétale de l'art. Excellence Clara Skissouf, vous avez touché des points magnifiques et en même temps qui sont des points sensibles. Vous avez parlé de la foi, vous avez rencontré des rescapés, évidemment des camps nazis, mais je vais vous poser la question simple. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui entre
nos amis israéliens et nos amis de Gaza, comment on peut, honnêtement, sans être extrémiste, en tant qu'artiste, aller dans le sens d'un véritable dialogue, parce que, qu'on le dise ou pas, ces deux peuples doivent vivre côte à côte, dans le respect. En tant qu'artiste, comment on peut faire passer le message sans tomber dans les excès de tel est parti, tel a pris, tel machin. Comment on peut en arriver là? Vous voyez le drame actuellement à la télévision, je n'invente rien, mais il faut que vous, artistes, à la fois travaillant à l'UNESCO et pour l'ONU, il faudrait que vous nous disiez quelles sont les pistes qu'il faut aborder pour qu'il y ait plus de paix entre nos amis de Gaza et nos amis d'Israël. Alors j'aimerais avoir une solution magique à vous dire. Malheureusement, je n'en ai pas, mais je peux vous dire quelles sont les actions que je mène et les personnes qui, je trouve, vont dans le bon sens. Et là aussi, artistique et féminin. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'inviter, dans le cadre de la Journée mondiale de la conscience à l'ONU à Genève, une femme exceptionnelle qui s'appelle Yael Dekelbaum. Yael Dekelbaum est une chanteuse qui a écrit The Prayer of the Mothers, la prière des mères. Cette prière des mères, elle est l'hymne de 2 organisations qui travaillent main dans la main depuis des années et qui réclament la paix. Ces 2 organisations sont les suivantes. Nous avons Women Watch Peace du côté israélien et nous avons Women of the Sun du côté palestinien. Ces femmes marchent côte à côte depuis des dizaines d'années pour réclamer une paix durable au Moyen-Orient. Et les voir défiler, quand je dis défiler, ce sont des dizaines de milliers de femmes qui ont défilé le 5 octobre. J'ai été invitée à participer à Jérusalem. Vous avez vu ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, donc 2 jours avant. Et elles continuent, et c'est tout à leur honneur des 2 côtés, pour se soutenir et continuer un véritable dialogue. Et pour moi, par le fait de se retrouver, le fait de parler ensemble, de chanter ensemble, il y a quelque chose d'absolument fabuleux. Elles ont été nommées femmes de l'année par le Time Magazine l'année dernière et elles sont pressenties pour le prix Nobel de la paix. Elles ont été nominées pour essayer de pouvoir montrer combien elles avancent dans cette capacité d'entente du peuple. Mais j'aimerais aller plus loin. Je pense que nous n'arriverons véritablement à toucher à la paix que lorsque les femmes seront incluses dans les processus de paix. Et c'est d'ailleurs ce que je vais proposer demain. C'est une résolution que j'ai rédigée, que je présenterai pour la première fois dans le cadre de Peace Talks, qui sont organisés chaque année lors du Haut Conseil de sécurité aux Nations Unies de Genève. Et cette résolution, elle propose qu'il y ait 30% systématiquement dans tous les accords de paix, tous les pourparlers, toutes les tables de négociation qui touchent à la diplomatie internationale. Alors, on a beaucoup travaillé sur la notion de diplomatie féministe. D'ailleurs, notre président en avait fait son fer de lance il y a quelques années. Et vous savez qu'aujourd'hui, il a été résolu, il a été proposé qu'il y ait une journée internationale de la diplomatie féminine le 23 juin. Je vais plus loin. La diplomatie féminine n'est rien si jamais les femmes ne sortent pas de la table de la cuisine, sortent pas de vouloir faire la table d'un point de vue domestique, mais qu'elles viennent à la table qui compte, c'est-à-dire la table où on négocie pour l'avenir des peuples. J'ai quelques chiffres à vous donner pour que vous réalisiez un petit peu où on est en 2025 pour une population qui fait partie de la majorité. On est quand même à 51 voire 52% de la planète. Je rappelle que notre ministère, ici en France, le ministère de l'égalité, traite la question de la femme avec les minorités, avec le racisme, avec l'antisémitisme. Cela n'a rien à voir. Donc, entre 92 et 2019, nous n'avons que 13% de négociateurs qui sont des femmes. Nous n'avons que 6% des médiateurs internationaux qui sont des femmes. Et nous n'avons que 6% des signataires d'accords de paix qui sont des femmes. Alors que, bien sûr, 80% de la population qui souffre des déplacements, en particulier dans le cadre de conflits, eh bien, c'est une population féminine.
les déplacés par les conflits sont essentiellement des femmes et des enfants, puisque bien sûr les hommes sont à la guerre. Donc on a vu que lorsque l'on propose à des femmes de participer à des négociations, il y a 35% de chances supplémentaires que l'accord dure plus de 15 ans. Donc il y a aussi tout un effet de durabilité. Et c'est pour ça que pour répondre à votre question sur la question du conflit israélo-palestinien, mais pas seulement sur la question du conflit au niveau Ukraine et Russie, sur la question aussi du Soudan, sur la question du Congo. Moi j'ai la chance de pouvoir être soutenue par une femme magnifique qui est ex-ministre des droits humains de la RDC, Madame Chantal Chamboum-Walita. Elle fait un travail incroyable sur le terrain. Et c'est vrai qu'on voit que les femmes, elles veulent être sur le terrain. Et quand je travaille avec ces femmes congolaises, elles nous disent « Oui, alors généralement, on est appelé au niveau diplomatique. Mais après le conflit, après la discussion de négociation, pour venir guérir les enfants, les blessés, les soldats qui ont souffert de la guerre. » Donc en fait, elles sont toujours post-négociation, post-conflit pour ramasser les pots cassés, mais jamais dans une idée préventive. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Excellence, avant que Laetitia nous pose la question, vos rapports avec mon collègue qui a eu quand même le prix Nobel de la paix, qui se bat pour valoriser les femmes, les soigner, ça c'est connu. Vous savez, dans son propre pays, il y a des conflits terribles. Et lui, il a voulu même être président de la République. Alors, je pense que quand un homme de paix comme lui a eu ce grand prix, il n'a plus besoin de faire ce que j'appelle de la politique politicienne. Parce que les conflits actuels sont souvent générés par la politique politicienne. Donc, scientifiquement, je pense qu'il a compris, puisque finalement, il n'est pas le président de la République. Il faudrait maintenant, avec vous, qu'il s'engage davantage pour que les femmes congolaises s'impliquent dans la recherche de paix, parce que ça brûle au Congo. Et ce sont les femmes qui sont souvent les premières victimes. Alors, quand vous vous êtes rencontrés, quelle a été sa réaction et quel conseil il vous a donné? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer pour Feminavox, donc le forum international pour les droits des femmes que j'organise chaque année à l'UNESCO. Et ce qui était assez incroyable, c'est que pour lui, le viol comme arme de guerre est une façon de pouvoir anéantir la possibilité masculine de la virilité, montrer comment est-ce qu'on empêche en fait l'humain de pouvoir perdurer dans les générations. Donc il y a tout un travail symbolique qu'il a pu mettre à jour. Et lorsqu'il a pris la parole, d'ailleurs, je conseille vivement à tout le monde de voir son nouveau film qui vient de sortir. C'est un très beau documentaire qui va sortir dans les cinémas sous peu en France. Les avant-premières se font le 15 septembre. Et il montre en fait tout son travail à l'hôpital Panzi. Il montre aussi toute sa capacité pour essayer de motiver les jeunes. Il montre aussi toute la difficulté qu'il y a au niveau politique. Et quand on parlait de la politique politicienne, malheureusement, quand il a voulu s'impliquer, le but était de voir comment il pouvait faire en sorte d'atteindre ces couches populaires qui sont encore, j'allais dire, l'otage de politique politicienne. Donc, pour moi, le docteur Denis Mukwege, il a touché à la compréhension fine du système maléfique de ce rapport d'hommes qui veulent détruire les hommes par les femmes. Et il parle de quelque chose de très important qui s'appelle la masculinité positive. Pour lui, les droits des femmes doivent se placer dans l'acceptation de l'homme, qu'il ne s'agit pas de droits de femmes en parlant de genre, mais que ce sont des droits humains. Les droits des femmes sont des droits de l'homme. Et ça, c'est très important parce que dans son idée de masculinité positive, il y a un alignement avec un programme qui existe à l'UNESCO qui s'appelle Transforming Mentalities.
transformer la mentalité masculine Absolument. avec le jeu des mots men et mentalities. Et donc là, on a tout un travail contre un rapport masculiniste qui existe encore aujourd'hui, beaucoup en particulier avec l'intelligence artificielle, avec les gaming, où en fait, le rapport à l'image féminine reste extrêmement sexualisé. Et donc, il y a un énorme travail à faire pour faire en sorte que les jeunes générations puissent être dans une volonté de vivre ensemble et pas dans une scission cristallisée de genre, où les hommes vont vous dire « Ah, encore des bonnes femmes qui réclament quelque chose, on n'en peut plus, donnez-leur voilà, un petit quota de pots de fleurs, et comme ça, elles nous embêtent pas. » Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a tout intérêt pour tout le monde à avoir une société plus juste, et c'est ce que je défends, en particulier demain avec cette présentation de résolution. Parfait. Alors, Oui, donc vous nous avez justement parlé de FeminaVox, donc le forum que vous organisez à l'UNESCO. Est-ce que vous pouvez nous détailler, enfin nous donner un peu plus d'insight justement sur les initiatives portées par FeminaVox et ce que nous pouvons attendre à venir prochainement? Avec grand plaisir. FeminaVox, je l'ai créé il y a maintenant 8-9 ans. C'est un forum international, gratuit bien sûr, qui a pour but de renseigner sur les droits des femmes en créant une sorte de baromètre pour savoir où est-ce qu'on en est. Cette année, on a eu la chance d'avoir sur scène, dans la grande salle de l'UNESCO, des femmes venant de Syrie, d'Afghanistan, d'Iran, des femmes venues du Congo, des femmes venues bien de toute l'Europe. Donc on avait vraiment tous les continents représentés. Et c'est le côté artistique, c'est un petit peu la patte qui fait l'originalité de mon approche. Il y a toujours, on va dire, une alternance entre des moments purement artistiques de performance et des moments de table ronde. Donc, on a des tables rondes qui vont être autour de thématiques importantes, comme diplomatie au féminin, ça, de toute façon, on aura. Masculinité positive, ça, c'est obligatoire. On aura aussi des moments de signature, des accords des femmes dans la diplomatie. C'est ce que j'ai mis en place depuis maintenant 2023, avec des femmes représentant des pays qui vont venir s'engager en leur nom personnel, des premières dames, des ministres, des femmes influentes. Donc ça, c'est, comment dirais-je, tout à fait visible sur Internet. Et puis, le premier chapeau, donc la première table ronde, dépend de la thématique que nous demandent de pouvoir traiter les Nations Unies. Donc cette année, c'était les 30 ans de Beijing, puisque c'était quelque chose d'assez important. Donc on a eu aussi beaucoup de femmes venues de Chine avec des performances incroyables. Alors on a assisté à des danses traditionnelles chinoises, on a assisté aux mamans du Congo qui vraiment ont mis le feu, on a assisté à des chants de cette jeune femme iranienne qui a montré la photo de ces jeunes femmes qui ont été exécutées. On a vraiment vibré au son de ces femmes qui venaient nous parler pour essayer de faire avancer les choses. Et tout cela, c'est quelque chose qu'on a la chance de pouvoir avoir sur la scène de l'UNESCO depuis maintenant 8 ans. Alors, bien sûr, les replays sont tout à fait visibles sur Internet. C'est feminavoxforum.com. Excellence Clara Kessous, il y a comme un phénomène d'incompréhension qui revient. Vous savez, l'Amérique représentait une très grande espérance. Avec Obama et avant Obama, il y a eu des chefs d'État américains qui étaient humanistes, éclairés et, je dirais, qui étaient pour la paix. Et madame, tout d'un coup, c'est pas de la provocation, arrive un président imprévisible. Ce que je dis n'est pas de la provocation, c'est une réalité, madame l'ambassadrice. Il vient, il s'appelle Trump. Il dit, ce sont mes intérêts qui comptent, ma puissance qui compte. Mais l'Europe n'existe plus. Alors là, l'Afrique, moins encore. Madame, il y a eu des époques où des femmes comme vous autres, telles que Angela Davis, ont eu le courage, la force morale de dire le racisme économique, politique et autres ne passe pas. Les Angela Davis ont payé très cher, puisqu'elle avait été recherchée, elle, personnellement, par
les services secrets américains. Maintenant, je vous pose la question. Ces femmes-là, est-ce que aujourd'hui, vous en trouvez encore en Amérique? Ces femmes-là, comme vous, qui disent, on ne peut pas aujourd'hui faire ce qu'on appelle de la violence et de l'exploitation des autres, une arme, que ce soit une arme politique ou pas, on ne peut pas accepter ça. Au fond, tout ce désordre qui vient aujourd'hui, en partie, vient de ces histoires d'intérêts sordides. Maintenant, sympathiquement, est-ce que vous avez pris contact avec des Américaines debout, comme les Angela, et des artistes? Eh oui, il faut beaucoup d'artistes. Dire, écoutez, ce que fait Trump, il se trompe. Est-ce que vous arrivez à prendre contact? Parce que l'Amérique, c'était quand même, c'est une puissance. Et il vaut mieux avoir les artistes américains ou américaines avec vous pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ce qui manque à Monsieur Donald Trump, c'est sans doute de la mesure. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher d'être inactif. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, la grande problématique, c'est ça. C'est-à-dire que la classe politique est ou dans une mesure telle qu'il s'agit d'immobilisme, ou alors dans un dynamisme absolument incroyable et qui a l'air d'être tout à fait incontrôlable. Vous savez, les petites actions que je mène aujourd'hui sont possibles grâce à deux choses. Un, malgré le fait que je sois artiste de l'UNESCO pour la paix, ou vice-présidente de l'UNF, qui est une organisation ECOSOC des Nations Unies. Je ne suis pas politique. C'est-à-dire que je ne suis pas désignée par un pays, la France ou autre, pour représenter un collectif nationaliste. Première chose. Deuxième chose, je consacre beaucoup de temps, je consacre beaucoup d'argent, et de l'argent personnel, puisque je fais fort d'être soutenue par aucune fondation, pour pouvoir mener mes actions. Ce qui permet, en fait, au gouvernement de se dire, mais c'est qui celle-là? Oh, c'est une petite femme au foyer. Bon, on va travailler avec elle. Parce que si ça marche, on dira que c'est nous. Si ça marche pas, bon, c'est une initiative civile. Et ils ont raison. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire signer des accords d'Abraham au féminin, fin avril 2023. J'ai toqué aux portes de tous les pays signataires des pays d'Abraham. Et j'ai proposé à ce qu'il existe un accord qui s'appelle l'accord de Sarah et Hajar, les femmes d'Abraham, pour qu'on réfléchisse ensemble non seulement à la place des femmes, mais que des femmes puissent réfléchir à comment réussir à pouvoir faire plus de paix, avoir plus de ressources économiques, etc. Donc, pour moi, c'est deux conditions. Ne pas être politique, avoir du temps et de l'argent, elles doivent être nécessaires pour que les femmes dont vous parlez, les artistes dont vous parlez, puissent être en capacité de l'action et d'une action, je dirais, éthique. Vous imaginez le luxe? Qui aujourd'hui peut se dire d'avoir du temps et de l'argent, à part des personnes qui naissent dans des familles très aisées, ce qui n'est pas mon cas. Il faudrait qu'il puisse y avoir une conscience citoyenne qui dise « Ok, j'engrange ça, je suis taxé par les impôts, mais en dehors de la taxe de mes impôts, je mets un pourcentage pour le bien-être collectif parce que je m'engage dans une action que je choisis. Parce que l'action que je choisis aura une répercussion diplomatique. Complètement. Et ça, c'est une conscience que je dirais nécessaire à mettre chez les enfants, dès tout petits, en termes de compréhension de la citoyenneté. L'éducation civique aujourd'hui, comment dire, reste encore à désirer. Donc il y a tout un travail pour qu'on puisse dire à l'enfant, tu as ta place et tu as un rôle à jouer dans les décisions qui vont se passer dans le futur. Mais pour l'instant, essayons déjà de proposer aux femmes, qui elles sont des adultes matures et réfléchis, de pouvoir avoir leur mot à dire au niveau diplomatique. Et je vous rejoins complètement dans tout ce que vous venez de dire, et c'est très encourageant surtout de pouvoir l'entendre parce que ce type de discours on les entend peu, parce que ça montre déjà qu'on peut mettre sa
potentialités au service de la citoyenneté. Et comme vous l'avez dit, avec un peu de pugnacité, on peut faire bouger les lignes. Donc aujourd'hui, cette question de la femme, parce que c'est beau, parce que vous montrez aussi également que cette diversité, elle touche tout le monde, puisque cette question de la femme, on l'entend, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, donc c'est universel. Donc maintenant, pour ces femmes qui se rejoignent dans votre parcours et qui se retrouvent surtout dans votre discours, comment peuvent-elles faire pour vous soutenir et surtout, quelles sont selon vous les premières actions qu'il serait réellement nécessaire de faire, de mettre en route ou de prendre en conscience pour arriver vers ces changements que vous mettez déjà en place, mais que vous visualisez, que vous souhaitez voir mettre en place dans le futur et dans un futur proche? Ce que je peux conseiller, c'est véritablement d'avoir une conscience d'entrepreneur. Quand on veut faire la paix, il faut être capable de se dire que je suis un entrepreneur de la paix. Donc, ces techniques entrepreneuriales de disruptivité, d'idées, de volonté de travailler ensemble, elles doivent être appliquées au niveau diplomatique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je dirais aux femmes en particulier de se méfier de tout ce qui va être réseaux sociaux. Trop d'exposition tue l'exposition. Moi, j'ai choisi de ne pas être sur les réseaux, ni Instagram, ni TikTok, ni Twitter, parce que je ne veux pas créer une communauté qui me flatte en me disant que je suis dans le bon chemin. Et puis, bien sûr, des haters, mais que je n'accepterai pas, ou alors immédiatement que je bloquerai, qui, eux, me diraient que j'ai totalement tort. Le fait de ne pas avoir de communauté personnelle me permet de travailler avec la grande communauté du monde, c'est-à-dire les événements que je fais. Ce ne sont pas des gens qui sont acquis à ma cause, ce sont des gens qui sont capables de me donner la vraie teneur du terrain. Des gens qui vont dire « Ah, ce que vous dites est intéressant. Ah non, moi je suis pas tout à fait d'accord. » Et il faut avoir une capacité d'écoute de tout. Ensuite, il faut faire un travail sur soi pour savoir quelles sont les force que l'on peut avoir. Moi, je sais qu'au niveau artistique, j'ai un travail au niveau théâtral, dans la volonté de transmission, je dirais quasi énergétique, pour l'aide à la prise de parole pour les autres. J'ai un travail artistique de chanson. J'ai par exemple fait cette chanson qui s'appelle « Les Mamans de la Terre » avec une amie brésilienne, Ana Torres. Et cette chanson, « Les Mamans de la Terre » a pour but de lever des fonds pour ces femmes congolaises, ces mamans qui souffrent tellement de la guerre. Et donc, on l'a mis sur YouTube, on a eu beaucoup de vues et on a commencé à lever des fonds. Et c'est vrai que l'ex-ministre Chantal Chambon-Wavita fait partie de ces femmes qui nous suivent. Donc, D'ailleurs, nous avons un petit extrait que nous pourrons faire passer. Avec grand plaisir, comme ça. J'espère que ça pourra l'extrait de la chanson en elle-même. Qui a un succès et le discours aussi. Tout à fait. Et puis, une fois qu'on se connaît bien, c'est-à-dire une fois qu'on a ces aires d'expertise comprises, et moi, ce que je propose aux femmes, c'est de faire un exercice de coaching que je fais faire à tous mes coachés, c'est l'ikigai. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. I-K-I-G-A-I, qui veut dire raison d'être. Et on répond à 4 questions qui viennent s'interpénétrer. Et pour trouver sa raison d'être, on répond aux questions: qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je suis douée? Pourquoi je suis payée? Et comment je réponds aux besoins du monde? Ça a l'air très simple et pourtant déjà se poser ces questions fondamentales vont aider à mieux se situer vis-à-vis d'un alignement tête, cœur, corps en se disant ok, voilà ma place, voilà mon aire d'expertise, voilà mes forces. Donc une fois qu'on a ça, eh bien il faut être en capacité d'aller se rapprocher des gens qui nous intéressent, comme vous l'avez très bien fait, Laetitia. On s'est rencontrés vendredi. Aujourd'hui, l'enregistrement se fait 3 jours plus tard, 4 jours plus tard. Vous êtes venu me voir après une prise de parole au Sénat, on se connaissait pas. Et vous avez trouvé le courage de faire la démarche en disant, écoutez, j'aimerais qu'on puisse rester en contact. Faites cette démarche. Moi, je l'ai fait jeune en me disant, j'y arriverai jamais. J'ai rencontré des gens exceptionnels allant d'une audience particulière avec le pape, avec le Dalai Lama, avec Simone Veil, avec Elie Wiesel, des personnes qui m'ont façonné parce que j'ai eu la force de me rapprocher de ce que je considère être des personnes
qui ont une énergie qui, je sais, va me permettre de me régénérer, de me donner de la force. Et vous avez eu la chance de considérer que j'en étais une et j'en suis flattée. Je suis heureuse de pouvoir être sur le plateau avec vous deux. Je dirais ça aux femmes. Rapprochez-vous des personnes qui vous mettent en énergie, qui sentent que vous êtes là et avec qui vous allez pouvoir avoir un vrai boost, parce que c'est que comme ça qu'on peut avancer. Femmes ou hommes, d'ailleurs, c'est très important de dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une volonté de scission, mais dans une volonté de réconciliation. Excellence Clara Dessous. Il faudrait quand même que l'UNESCO soit fière de ses artistes. Alors, l'UNESCO a des problèmes actuellement avec l'Amérique. Trump a même dit qu'il retirait son soutien financier. Il avait fait ça déjà. Et c'est le lieu de rendre hommage à la secrétaire générale de l'UNESCO, qui doit tenir coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Alors, quel peut être le rôle des artistes aujourd'hui pour soutenir l'UNESCO au moment où l'UNESCO est pratiquement diabolisé par Trump? Alors, il faut savoir que nous sommes en période électorale à l'UNESCO, puisque Madame la directrice générale, Madame Audrey Azoulay, termine son mandat là au mois de décembre. Ouais. Nous avons donc 2 candidats aujourd'hui qui ont été présentés pour reprendre son poste. L'art a toujours joué un rôle fondamental à l'UNESCO, puisque je rappelle que l'UNESCO, c'est Nations Unies, sciences, culture, éducation. Totalement. D'accord. Et du coup, nous avons ces branches, ces sections qui sont très importantes, dans lesquelles, à chaque fois, on retrouve la place de l'artiste. Nous avons même un laboratoire autour de l'idée d'artivisme, comme je le disais, cet artiste qui est activiste et qui intervient pré- ou post-conflit pour aider les populations à niveau post-traumatique. Donc l'artiste a un rôle à jouer à l'UNESCO, non seulement pour perdurer à l'UNESCO, mais le président de la République française a confirmé qu'il continuerait à soutenir financièrement l'UNESCO quoi qu'il arrive. Donc après, c'est tout un travail à faire pour essayer de défendre certains programmes. Je parlais de Transforming Mentalities, par exemple, qui est un programme soutenu au niveau des sciences humaines et sociales. Donc, il y a tout un travail à faire pour soutenir les programmes et donc faire appel à des fonds extérieurs. Mais le fonctionnement de l'UNESCO en tant que tel ne changera pas. Vous l'avez très bien dit, ce n'est pas la première fois que les États-Unis partent, ils reviennent. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas l'argent des États-Unis sur certains programmes, mais on fait appel à des donateurs extérieurs et tout va bien. Tu as une question? Je trouve qu'on a été vraiment, tout a été très précis. Là, sur ces dernières paroles, quelles sont peut-être les actualités que vous voulez nous partager pour que toute personne qui souhaite suivre les initiatives, puisque c'est ce que j'apprécie, c'est que vous voulez qu'on mette vraiment la lumière sur les messages que vous portez et que chacun puisse être conscient qu'il a la capacité de contribuer justement au changement. En très court terme, demain, la présentation que je vais faire à l'ONU est publique, donc vous pouvez la suivre que vous soyez à Genève ou que vous soyez en distanciel. On va avoir ensuite tout un travail autour des droits des femmes avec la préparation de Feminavox. En décembre, il y a aussi une manifestation très puissante qui se fera à La Haye autour d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Bettina von Sutter, qui a été la première femme prix Nobel, qui a écrit un livre, Bas les armes, qui est sublime. Donc, je conseille vraiment de pouvoir lire cet ouvrage. Il y a aussi des projets donc autour des mamans de la terre avec cette merveilleuse chanteuse brésilienne Ana Torres. Et puis, il y a tout un mouvement que je suis en train de créer autour d'une présentation des droits des femmes métaphorique, si vous voulez, autour de cette femme qui monte à la corde. En fait, pour moi, les droits des femmes, c'est une question aussi d'effort, comme si toutes les femmes essayaient de se hisser vers l'égalité. Et donc, on est en train de préparer un petit film sur cette question-là qui sera diffusé le 8 mars. Donc, des beaux projets en perspective. Exactement. Excellence Clara Dessous, femme, progrès, paix, liberté. On est très fiers de vous avoir reçu. Oui. L'Union internationale des journalistes africains reste à vos côtés. Oui.
Madame, vous êtes une lumière, vous êtes une espérance, et nous vous recevrons encore quand vous voulez. Merci. Merci, madame, et à très bientôt. Merci beaucoup, vraiment. Au revoir. Je m'appelle Tchambou Mavita Chantal. Je suis avocate au barreau du Nord Kivu à Goma. En tant qu'ancienne ministre des Droits humains du Congo et présidente de l'association Univers de paix et de développement, je tiens à remercier de tout cœur pour cette chanson, Mother of the Earth, les mamans de la terre, qui célèbre les mamans du monde entier. Merci beaucoup à la générosité de Guilla Clara Kessou et Anne Toré de nous permettre, avec cette musique, d'élever des fonds pour les mamans congolaises que nous soutenons déjà avec cette association. À la fois pour les aider dans le cadre des victimes de violences sexuelles, après l'accouchement ou encore pour une autonomie financière. Je souhaite que cette chanson puisse aller plus loin pour permettre de vivre dans un monde plus juste, plus respectueux et plus pacifique dans l'univers entier. Je suis de tout cœur avec vous, Madame Clara et Madame Anne.